Dans cette vidéo, je vais vous parler du fameux livre de Christelle Petit-Colin, Psychologie de la manipulation. Un ouvrage qui révèle avec une précision incroyable comment certaines personnes prennent le contrôle de votre esprit, sans que vous ne vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que personne ne vous a jamais expliqué clairement sur la manipulation psychologique. Pourquoi elle touche toujours les mêmes profils, et surtout, comment l'éviter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la manipulation, ce n'est pas un concept théorique. C'est quelque chose qui peut détruire votre énergie, votre confiance, vos relations et parfois même votre identité. Et le plus frappant, c'est que les personnes les plus exposées sont souvent les plus gentilles, les plus loyales, les plus sensibles. Pas par faiblesse, mais parce que leur cœur ouvert attire ceux qui cherchent justement quelqu'un à exploiter. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment les manipulateurs vous repèrent en quelques minutes, quelles stratégies ils utilisent pour vous faire douter de vous, et surtout comment reprendre le pouvoir avant qu'ils ne vous épuisent mentalement. Ce que vous allez découvrir ici pourrait littéralement changer votre vie sociale, amoureuse ou même professionnelle. Avant d'entrer dans le premier chapitre, j'ai une chose importante à vous demander. Si vous aimez ce type de contenu qui aide à comprendre l'esprit humain, à reconnaître les comportements toxiques et à vous protéger émotionnellement, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça m'aide énormément à continuer de créer des vidéos profondes et utiles comme celle-ci. Et si cette vidéo vous parle, n'oubliez pas d'appuyer sur le like pour soutenir le travail. Maintenant que tout est en place, entrons dans le cœur du sujet. Pour comprendre la manipulation, il faut d'abord comprendre pourquoi certains profils sont ciblés. Et vous allez voir, c'est sûrement pas pour les raisons que vous imaginez. On commence tout de suite avec le premier chapitre. Chapitre 1. Pourquoi certains deviennent des cibles parfaites ? La manipulation ne commence jamais par un cri, un conflit ou une attaque directe. Elle commence toujours par un compliment, une attention ou un geste qui semble sincère. C'est précisément pour cela que certaines personnes deviennent des cibles idéales, parce qu'elles pensent que la gentillesse ne peut pas être une arme. Et pourtant, dans les mains d'un manipulateur, elle l'est. Les manipulateurs ne choisissent jamais leur victime au hasard. Ils ne s'attaquent pas aux plus faibles, contrairement à ce qu'on croit. Ils s'attaquent aux plus généreux, aux plus responsables, aux plus empathiques, à ceux qui veulent bien faire, qui veulent comprendre, qui veulent arranger les choses. Parce qu'ils savent une chose capitale. Plus une personne a du cœur, plus elle va essayer de sauver la relation, même quand elle souffre. Ce que Petit-Colin explique avec une clarté frappante, c'est que les manipulateurs repèrent très vite les personnes qui portent en elles un profond besoin de cohérence, d'harmonie ou de reconnaissance. Pas par manque de valeur, mais parce que ces qualités créent un terrain fertile pour l'emprise. Une personne empathique va toujours chercher à comprendre l'autre. Et c'est là que tout bascule. Le manipulateur utilise cette empathie contre elle. Il va observer comment vous réagissez au stress, comment vous répondez aux reproches, comment vous vous excusez même quand vous n'avez rien fait. Il va tester vos limites, vos failles, vos réactions. Puis il va s'adapter. Le manipulateur n'est pas forcément intelligent, mais il est très attentif. Il analyse ce qui vous touche, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous fait douter. Ensuite, il construit son contrôle autour de cela. Comprendre pourquoi vous êtes devenu une cible ne veut pas dire que vous êtes responsable. Au contraire, cela montre que vous avez des qualités précieuses, la générosité, la loyauté, la sensibilité, la stabilité émotionnelle. Le manipulateur ne vient jamais détruire une personne vide. Il vient siphonner une personne pleine. Ce premier chapitre est fondamental parce qu'il pose la base. La manipulation n'arrive pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous avez des valeurs que l'autre ne possède pas. Des valeurs qu'il envie, qu'il convoite et qu'il cherche à confisquer. Dans le chapitre suivant,
Nous allons voir comment ces personnes prennent peu à peu le pouvoir sur vous, en utilisant des techniques subtiles, mais redoutablement efficaces. Et surtout, comment les reconnaître dès les premiers signes. Chapitre 2. Les armes invisibles du manipulateur. Si le manipulateur s'installe si facilement dans la vie de ses victimes, c'est parce qu'il utilise des armes que la plupart des gens ne voient pas venir. Il ne frappe pas, il ne crie pas toujours, il ne menace pas frontalement. Il utilise quelque chose de beaucoup plus dangereux, le doute. Parce qu'un manipulateur le sait mieux que quiconque, si vous commencez à douter de vous-même, il n'a plus besoin de vous contrôler. Vous le ferez à sa place. La première arme, c'est la confusion. Petit Colin explique à quel point le manipulateur est passé maître dans l'art de dire une chose, puis son contraire, puis quelque chose d'encore différent. Ses mots sont volontairement flous. Ses intentions ne sont jamais claires. Il peut vous complimenter un jour et vous rabaisser subtilement le lendemain. Il peut promettre, puis oublier, puis s'excuser, puis recommencer. Tout cela n'est pas du hasard. C'est une stratégie. Plus vous essayez de comprendre, plus vous perdez vos repères. La deuxième arme, c'est la culpabilisation. Le manipulateur adore inverser les rôles. Il transforme vos réactions en fautes, vos émotions en accusations, vos limites en attaques injustifiées. Un simple « je suis fatigué » peut devenir « tu dramatises toujours, tu ne comprends rien, tu me fais passer pour le méchant ». Petit à petit, vous finissez par vous excuser d'exister. Et vous n'êtes même plus sûr de ce que vous ressentez vraiment. La troisième arme, c'est la victimisation. Le manipulateur adore jouer la victime. Il a toujours une excuse, une histoire triste, un passé compliqué, une douleur invisible. Il se place systématiquement dans une position où vous vous sentez coupable de lui dire non. C'est l'une des techniques les plus puissantes. Vous n'avez plus le droit de mettre vos limites, parce que vous lui faites du mal. Ainsi, vous restez dans le rôle du sauveur, pendant qu'il profite de votre énergie et de votre loyauté. La quatrième arme, enfin, c'est l'isolement. Parfois direct, parfois subtil. Il va vous éloigner de vos amis, critiquer votre famille, se plaindre de vos collègues, semer la méfiance partout. Pourquoi ? Parce qu'un manipulateur a besoin que vous n'ayez plus de miroir extérieur. Si personne ne peut vous rappeler qui vous êtes vraiment, il peut réécrire votre réalité comme il le souhaite. Ce chapitre est essentiel, parce qu'il met en lumière une vérité difficile. Le manipulateur ne détruit jamais d'un coup. Il détruit doucement, en silence, comme une fuite invisible qui vide peu à peu votre énergie. Dans le chapitre suivant, nous allons aborder l'un des points les plus dérangeants du livre. Pourquoi il est si difficile de quitter un manipulateur, même lorsque tout va mal. Et surtout, pourquoi tant de personnes intelligentes, fortes et lucides se retrouvent prises au piège. Chapitre 3. Pourquoi il est si difficile de partir ? L'une des questions les plus douloureuses abordées par Christelle Petit-Colin est sans doute celle-ci. Pourquoi des personnes brillantes, sensibles, généreuses, restent-elles si longtemps dans les griffes d'un manipulateur ? La réponse n'a rien à voir avec la faiblesse. Au contraire, elle part de force, de loyauté et de capacité à aimer profondément. La première raison, c'est l'espoir. Le manipulateur ne maltraite jamais en continu. Il alterne le chaud et le froid. Un jour, il est dur, distant, cassant. Le lendemain, il peut être charmant, tendre, presque idéal. Ces moments lumineux ne sont pas sincères, mais ils sont suffisamment réalistes pour créer une addiction émotionnelle. La victime se dit « Il peut être tellement bien, si seulement il restait comme ça ». Cet espoir devient un piège plus puissant que la douleur. La deuxième raison, c'est la confusion mentale.
Petit Colin insiste sur ce point. Le manipulateur déstructure progressivement le jugement de l'autre. Il remet tout en question, minimise la souffrance, transforme les arguments, renverse les raisonnements. À force, la victime ne sait plus si ce qu'elle ressent est exagéré, normal ou mérité. Quand le cerveau est rempli de doutes, fuir devient incroyablement difficile. La troisième raison, c'est la culpabilité. Le manipulateur joue parfaitement sur la fibre morale des personnes empathiques. Il leur fait croire qu'elles exagèrent, qu'elles sont trop sensibles, qu'elles ne comprennent pas son passé. Certaines victimes restent parce qu'elles pensent pouvoir aider, guérir, sauver. Elles ne voient pas qu'elles s'épuisent à réparer quelqu'un qui ne veut pas changer. La quatrième raison, c'est l'épuisement. Partir demande de l'énergie. Trouver un endroit où aller, préparer mentalement la rupture, tenir face au retour du manipulateur qui revient souvent en suppliant, en pleurant, en promettant. Mais quand on est émotionnellement vidé, physiquement fatigué, psychologiquement abîmé, l'idée même de partir semble insurmontable. Le manipulateur le sait. Il compte sur cette fatigue. Enfin, il y a la honte. La peur d'avouer à son entourage qu'on s'est trompé. La peur d'être jugé. La peur qu'on nous dise « je te l'avais dit ». Beaucoup préfèrent rester plutôt que d'affronter ce regard extérieur. La honte est une cage invisible que le manipulateur renforce soigneusement. Ce chapitre nous enseigne quelque chose d'essentiel. Si quitter un manipulateur est si difficile, ce n'est pas parce que la victime est faible, mais parce qu'elle est profondément humaine. Et c'est cette humanité, cette capacité à aimer, qui est utilisée contre elle. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment reconnaître les signaux intérieurs qui montrent que quelque chose ne va plus. Ces petits symptômes psychologiques, physiques et émotionnels que le corps envoie longtemps avant que la conscience ne comprenne. Chapitre 4. Les signaux invisibles que le corps envoie. Avant que la conscience comprenne, avant que les mots manipulation ou emprise puissent être prononcés, le corps, lui, sait déjà. Christelle Petit-Colin explique que le corps est le premier à réagir lorsque l'on vit sous l'influence d'un manipulateur. Et ces signaux, souvent discrets au début, deviennent des alarmes de plus en plus fortes. Le premier signal, c'est l'épuisement. Pas la fatigue normale d'une journée éprouvante, mais un épuisement profond qui colle à la peau. Un sentiment de ne plus avoir d'énergie, même après une bonne nuit de sommeil. Comme si chaque interaction avec l'autre vidait l'esprit, le cœur et même les muscles. La victime se dit qu'elle travaille trop ou qu'elle manque de vitamines, alors que c'est le stress chronique créé par l'emprise qui épuise tout le système nerveux. Le deuxième signal, ce sont les troubles du sommeil. Insomnie, réveil nocturne, cauchemar, tension dans la poitrine au moment de s'endormir. Le cerveau reste en alerte, incapable de lâcher prise, comme s'il anticipait la prochaine attaque. Le corps vit en mode survie, même quand tout semble calme. Le troisième signal, ce sont les troubles digestifs. Maux de ventre, nausées, perte d'appétit ou fringales émotionnelles. Le ventre est un capteur émotionnel incroyablement sensible. Il réagit bien avant le mental. Beaucoup de victimes témoignent que leur estomac se serre à l'idée de voir le manipulateur, sans comprendre pourquoi. Le quatrième signal, c'est la perte de joie. La vie semble grise, lourde, sans relief. Ce qui faisait plaisir n'a plus le même goût. Les projets deviennent une charge. Le rire disparaît. L'enthousiasme s'éteint. Le manipulateur draine la lumière psychique, et la victime, elle, dresse un sourire de façade pour continuer d'avancer. Le cinquième signal, c'est l'hypervigilance. Ce réflexe qui vous pousse à analyser chaque mot, chaque ton, chaque silence, comme si vous cherchiez à anticiper la prochaine tempête. Cet état épuisant crée une tension permanente dans le corps, une crispation que vous ne remarquez même plus, jusqu'à ce que vous vous rappeliez ce que c'était de respirer librement.
Petit Colin insiste. Ces signaux ne sont jamais le fruit du hasard. Le corps parle, il alerte, il supplie parfois. Mais tant que la victime pense que ce n'est pas si grave, elle ignore ces messages ou les rationalise. Comprendre ces signaux, c'est déjà reprendre du pouvoir. Car reconnaître la souffrance est la première étape vers la libération. Et dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Nous verrons les stratégies précises utilisées par les manipulateurs pour tisser leur toile. Comment ils prennent le contrôle sans jamais lever la voix. Et pourquoi leurs méthodes sont terriblement efficaces. Chapitre 5. Les stratégies secrètes du manipulateur. Si tu veux comprendre la manipulation, il faut accepter une vérité dérangeante. Un manipulateur ne frappe jamais au hasard. Chaque mot, chaque silence, chaque geste est une stratégie. Une mécanique froide, parfaitement huilée, mise en place pour atteindre un seul objectif, le contrôle. Christelle Petit-Colin détaille plusieurs de ces stratégies. Et lorsqu'on les découvre, quelque chose se passe. On commence enfin à mettre des mots sur ce qui paraissait incompréhensible. On se rend compte que rien n'était un malentendu. Rien n'était une coïncidence. Tout était calculé. La première technique, c'est le brouillard mental. Le manipulateur distille volontairement la confusion. Un jour il est doux, le lendemain glacial. Il promet, puis il se contredit. Il minimise, puis dramatise. Ce chaos émotionnel n'est pas accidentel. Il empêche la victime de se stabiliser et l'oblige à chercher en permanence une cohérence, qu'elle ne trouvera jamais. C'est ainsi que l'emprise commence. Quand le cerveau se fatigue, il cesse de questionner et se met à subir. La deuxième stratégie, c'est le gaslighting, l'art de faire douter la victime d'elle-même. Le manipulateur nie les faits, réécrit l'histoire, ridiculise les émotions. Peu à peu, la victime ne croit plus ses perceptions. Elle s'excuse même pour des choses qu'elle n'a pas faites. Ce doute intérieur est une arme redoutable. Il supprime tout réflexe de défense. La troisième stratégie, c'est l'isolement progressif. Subtil au début, évident lorsqu'il est trop tard. Le manipulateur critique les amis, dénigre la famille, fait passer les proches pour des mauvaises influences. Il crée un monde où la victime n'a plus que lui comme repère. Une dépendance émotionnelle presque invisible, mais terriblement efficace. La quatrième stratégie, c'est la projection. Le manipulateur accuse la victime de ce qu'il fait lui-même. Il la traite d'égoïste, de distante, de menteuse. La victime, déjà affaiblie, se culpabilise et tente de réparer des fautes qui ne sont pas les siennes. Pendant ce temps, le manipulateur continue d'agir sans jamais être remis en question. La cinquième stratégie, c'est la récompense irrégulière, aussi appelée renforcement intermittent. Après des jours de tension, il offre soudain un moment d'attention, un compliment, un instant de douceur. Ce geste, rare et imprévisible, crée une addiction émotionnelle. Le cerveau devient dépendant de ces petites doses d'affection qui arrivent comme une bénédiction. C'est la technique la plus puissante, celle qui enferme le plus longtemps. Petit Colin met en lumière quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la violence qui détruit le plus, mais l'alternance entre l'amour et la cruauté. C'est elle qui fragilise le système nerveux, qui brouille les repères, qui attache malgré la douleur. Mais comprendre ces stratégies, c'est déjà briser une partie de leur pouvoir. Car une fois qu'on les voit, elles perdent leur caractère magique. Elles deviennent mécaniques, presque pitoyables. Et maintenant que tu connais comment l'emprise s'installe, nous allons passer à la partie la plus importante,
Comment se libérer d'un manipulateur et reconstruire enfin son esprit, même après des années d'usure émotionnelle. Chapitre 6. Comment échapper à un manipulateur? La méthode Petit Colin. Comprendre la manipulation, c'est déjà une victoire. Mais se libérer, c'est un chemin autrement plus profond. Beaucoup de victimes pensent qu'elles manqueront de force, qu'elles sont trop brisées, trop fatiguées pour s'en sortir. Pourtant, Christelle Petit-Colin rappelle une vérité essentielle. Les personnes manipulées ne sont pas faibles. Elles sont hypersensibles, loyales, empathiques. Et c'est précisément ce qui a fait d'elles des cibles. Se libérer d'un manipulateur n'est pas une question de courage, c'est une question de stratégie. Et Petit Colin propose un véritable plan d'évasion psychologique. La première étape, c'est reprendre la maîtrise de son esprit. Tant que le manipulateur influence tes pensées, tu restes prisonnier même si tu t'éloignes physiquement. Petit Colin recommande un acte simple mais puissant, nommer la manipulation. Se dire intérieurement, ceci est une technique. Ce n'est pas moi, c'est son jeu. Je suis en train de me faire retourner psychologiquement. Ce geste reconstruit la lucidité, et la lucidité répare. La deuxième étape, c'est instaurer le no-contact, ou à défaut, le contact minimal strict. Cela signifie couper l'accès. Plus de discussions inutiles, plus d'explications, plus de justifications. Un manipulateur ne cherche pas à comprendre, il cherche à gagner. Alors toute conversation devient un terrain de manœuvre. Le silence, lui, devient une armure. La troisième étape, c'est réapprendre à faire confiance à ses propres perceptions. Après une longue période de gaslighting, on doute de tout. Ses émotions, ses souvenirs, même son instinct. Petit Colin conseille de reprendre ce dialogue intérieur qu'on avait abandonné. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me semble juste? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Le corps dit souvent la vérité avant la tête. La quatrième étape, c'est se reconstruire en s'entourant. L'isolement créé par le manipulateur doit être inversé. Parler à un ami, à un thérapeute, ou simplement retrouver des personnes bienveillantes permet d'oxygéner l'esprit. Le soutien extérieur devient un rappel. Non, tu n'es pas fou. Oui, ce que tu as vécu était réel. Et oui, tu as de la valeur. La cinquième étape, c'est comprendre que la douleur est normale. Se libérer d'un manipulateur ressemble à un sevrage. On se détache de quelque chose qui nous faisait souffrir, mais qui avait aussi créé une forme d'attachement. Petit Colin explique que cette douleur n'est pas un signe d'échec, mais un signe de guérison. Car au final, l'objectif n'est pas seulement de s'éloigner du manipulateur. L'objectif, c'est de retrouver son identité, sa clarté, sa force, sa liberté. Et une fois ce travail entamé, un nouveau chapitre s'ouvre. Celui où l'on apprend à ne plus jamais retomber dans une emprise, parce qu'on sait décoder les signaux dès les premières minutes. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 7. Comment ne plus jamais retomber dans une relation toxique. Dans ce dernier chapitre, Christelle Petit-Colin nous ouvre les yeux sur un point essentiel. Sortir d'une relation toxique ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de ne plus jamais y retourner. Et de ne plus jamais y retomber. Oui, parce que les manipulateurs ont un talent particulier pour repérer les mêmes profils, et parce que nous répétons souvent nos schémas sans même nous en rendre compte. Alors, comment briser définitivement ce cycle? La première clé, c'est la lucidité. Comprendre les signaux, les comportements, les petits indices qui, mis bout à bout, trahissent un manipulateur. Ce regard nouveau agit comme un filtre. Plus rien n'entre sans être analysé, rien ne passe sous le radar. La deuxième clé, c'est l'estime de soi. Les manipulateurs exploitent les failles, les doutes, les insécurités. Plus vous vous connaissez, plus vous vous aimez,
moins vous laissez de place à ceux qui profitent. Ensuite, vient la capacité à poser des limites claires, dire non et s'y tenir, ne plus se justifier, ne plus s'excuser d'exister, ne plus laisser quelqu'un redessiner vos frontières émotionnelles. Petit Colas rappelle que les personnes manipulables sont souvent trop gentilles, trop souples, trop prêtes à tout comprendre. Le but n'est pas de devenir dur ou méfiant, mais d'être ancré, solide, inébranlable. Enfin, elle insiste sur un point fondamental: se reconstruire avant de reconstruire. Prendre le temps, se laisser guérir, apprendre, reconnaître ses besoins. Car entrer dans une nouvelle relation avant d'être réparé, c'est rouvrir la porte au même schéma, aux mêmes blessures, aux mêmes pièges. Et lorsque ces clés sont réunies, alors quelque chose change profondément. Non seulement on évite les manipulateurs, mais ce sont eux qui, désormais, nous évitent. Car ils sentent qu'ils n'ont plus aucune prise. Conclusion: retrouver sa liberté émotionnelle. Nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur de Psychologie de la manipulation de Christelle Petit-Colin. Un livre qui n'est pas seulement une analyse, mais une véritable lampe torche braquée sur les zones sombres de nos relations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez à comprendre, à guérir, à ne plus revivre ce qui vous a blessé. Et vous pouvez être fier de vous, parce que prendre conscience, c'est déjà sortir du piège. Petit Colin nous a montré que la manipulation n'est pas un accident, ce n'est pas un malentendu, c'est un fonctionnement, une stratégie. Un mode de survie chez certains, mais un mode de destruction pour d'autres. Elle nous a appris à reconnaître les signes, à identifier les discours tordus, à voir ce que nous ne voulions plus voir. Et surtout, elle nous a permis de comprendre notre rôle, nos failles, notre empathie qui parfois nous trahit. La vraie force de ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer les manipulateurs. Il nous aide à reprendre le contrôle de notre histoire. Il nous apprend à dire stop, à poser des limites, à nous affirmer, à redevenir le personnage principal de notre vie au lieu de subir celle d'un autre. Et peut-être que, pour la première fois, vous vous rendez compte de quelque chose. Ce n'est pas votre bonté qui était un problème. C'était votre absence de protection. Et maintenant, cette protection, vous l'avez. Si vous avez vécu une relation toxique, si vous en sortez tout juste, ou si vous sentez que quelque chose cloche dans votre entourage, souvenez-vous d'une chose. Ce n'est pas à vous de changer pour mériter qu'on vous respecte. C'est aux autres de prouver qu'ils sont capables de traiter votre cœur avec soin, honnêteté et loyauté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus manipulable comme avant. Vous êtes conscient, armé, averti. Vous avez les outils pour reconnaître les pièges, pour tenir vos limites, pour vous éloigner quand il le faut. Et surtout, vous avez appris à vous choisir, vous. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout, dites-moi en commentaire quel livre vous aimeriez que je résume dans la prochaine vidéo. Votre choix sera peut-être le sujet du prochain épisode.